L'hypothèse d'une activité et d'une présence extraterrestre sur Terre est-elle plausible? Existe-t-il des preuves suffisamment solides pour affirmer ou infirmer cette théorie sans qu'elle ne devienne axiome? Avant de commencer, j'aimerais faire quelques petits rappels philosophiques qui ont, selon moi, leur pertinence vis-à-vis du mental humain, de notre mental. Il existe environ officiellement plusieurs dizaines de milliers d'exoplanètes telles que la nôtre pouvant abriter la vie. Et encore, quelle vie? Car qui ou que nous dit que la vie ne peut pas prendre de multiples formes et se déployer sur des niveaux et plans d'existence imperceptibles à nos cinq sens limités? Car, rappelons-le, nous ne captons de nos cinq sens qu'une infime partie du spectre des fréquences. Et c'est pour cette raison que, lorsque le troisième œil est ouvert, comme l'ont naturellement nombre d'enfants, il nous est alors possible d'avoir une perception plus étendue du spectre des fréquences. Il est évident qu'Anu n'a eu de cesse durant ces 4000 dernières années que de nous brider, nous limiter, nous empêcher de voir clairement, de percevoir notamment en scellant nos chakras et en détruisant les piliers élémentaires de nos âmes, afin que les dons acquis dans nos vies passées, que ce soit la télépathie, la télékinésie, la maîtrise des éléments, le voyage astral, etc., soient peu à peu désactivés et relégués au rang de rêves fantaisistes par le cartésianisme exacerbé, scepticisme de mauvaise aloi, devenu empereur absolu de tous nos raisonnements. Il y a dans notre univers 100 milliards de galaxies au sein desquelles sont présentes 100 milliards d'étoiles, et donc autant si ce n'est plus de planètes. Il y a plus d'étoiles que de grains de sable sur Terre. Il y a donc une infinité de possibilités d'y découvrir de multiples formes de vie. Il paraît donc plus logique, sans que ce fait soit une vérité absolue, au regard de la perspicacité humaine et des statistiques, qu'il y ait de la vie partout dans l'univers, plutôt que nous soyons les seuls. Cela me paraît, à titre personnel, bien sûr, une évidence. Et pour aller plus loin, non seulement nous ne sommes pas les seuls, mais de plus, en des millions, voire des milliards d'années d'existence du cosmos, comment peut-on avoir la prétention de se croire la race et la civilisation la plus évoluée de tout l'univers? En sachant que notre civilisation n'a que quelques milliers d'années d'existence, autrement dit à peine un battement de cils à l'échelle de la vie. Et plus encore, il me semble évident, comme nous allons le voir, qu'un groupe d'individus a tout intérêt à faire accroire à l'homme qu'il est seul et isolé, afin précisément de l'empêcher de passer à un autre stade de conscience, à un niveau de raisonnement supérieur, et donc de s'émanciper de la prison mentale dans laquelle ils nous maintiennent enfermés fermement. Commençons d'abord par Clifford Stone, un ancien sergent de l'armée américaine, qui a participé à des opérations pour récupérer des restes de vaisseaux extraterrestres accidentés et obtenir des informations d'entités biologiques extraterrestres, et qui a révélé qu'il y avait à l'époque de la guerre du Vietnam au moins 70 races extraterrestres connues de l'armée américaine. Comme Clifford Stone, Bob Dean, un autre militaire américain ayant eu des contacts avec des extraterrestres, affirme que certains de ces êtres sont capables de se fondre dans l'humanité, au point qu'ils puissent s'asseoir à côté de vous au restaurant ou dans un avion sans que vous ne vous doutiez de rien. Gardez ce point important en tête, une partie de ces extraterrestres, des hybrides, sont capables de se fondre au sein de l'humanité. Et ce sont ces hybrides qui sont nos matons, aux ordres d'Anu et d'une race extraterrestre particulièrement belliqueuse qui se cache derrière toutes les grandes familles, notamment bancaires, au pouvoir en ce bas monde depuis des siècles. Mais avant d'aller plus loin, laissons d'abord la parole à un scientifique tout d'abord sur le sujet très intéressant de la technologie actuelle concernant les voyages stellaires. Pour savoir si, actuellement, nous avons ou non la possibilité de voyager au sein de notre système solaire, voire au-delà, et ce, à de très grandes vitesses. L'ARV, j'ai terminé avec parce que c'est le seul dans ces trois véhicules, je dis bien, qui, à l'évidence, a des capacités de voyage interplanétaires. Parce que le TR-3B et le TR-3A ne peuvent se promener que près de la Terre. Alors près, ça peut être à 10-20 000 km, mais ils ne peuvent pas quitter, en quelque sorte, loin la Terre. Parce que, tout simplement, leur antigravité diminue avec la distance. C'est un peu comme un aimant, vous voyez, deux aimants qui se repoussent, il y en a un, dès qu'on s'éloigne, il repousse moins. Et bien, vous imaginez une antigravité comme ça. Alors que l'ARV utilise une autre forme de l'antigravité qui fait qu'en théorie, il pourrait voyager dans l'univers entier. Bon, dans la pratique, comme c'est des véhicules pas très grands, il y en a trois, il y en a un de 40 mètres, un de 20 mètres et un de 9 mètres 40. Ils sont quand même un peu petits, donc à mon avis, ils ne sont pas capables d'aller au-delà des planètes du système solaire. Mais il faut préciser que l'ARV peut voyager à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire qu'il peut aller de la Terre sur Mars en 40 minutes. On comprend très bien que les militaires qui eux ont beaucoup plus de moyens et qui de toute façon n'attendent pas que les civils aient fait quelque chose pour le développer, ça on le sait, c'est pas nouveau. Eh bien, il n'y a aucune surprise à ce qu'on puisse, avec des moyens électromagnétiques très classiques, bon de haute puissance, mais enfin je veux dire, ils sont pas plus puissants que à la limite un transfo haute tension de chez EDF, vous voyez, c'est pas des techniques inaccessibles. Et avec ces techniques, il est tout à fait finalement logique qu'ils aient pu développer des systèmes qui annulent la masse et l'inertie. Donc uniquement des hypothèses pour l'instant. Ah, c'est pas des hypothèses? Non, pas du tout. Ce n'est absolument pas des hypothèses. Des moteurs antigravitationnels ont été faits par des civils dès les années 1920.
Et ils ont parfaitement fonctionné. En 52, Searle a fait voler, à partir de 52, jusqu'en 84, a fait voler des dizaines de moteurs antigravitationnels qui ont été filmés. Ça a même été montré à la télévision anglaise, ça a été montré à la télévision néo-zélandaise et américaine. Là, on n'est pas dans des peut-être. Il y a des centaines de gens qui ont vu ces choses-là. Je peux vous dire qu'actuellement, vous avez des laboratoires, par exemple l'effet Hutchinson est testé depuis à peu près 8 ans, dans des laboratoires de physique tout à fait classiques. Vous avez par exemple des sphères de 35 kg qui, avec 2 antennes à micro-ondes, annulent leur masse. C'est de la science pure et dure et tout à fait officielle. Alors par exemple, j'avais identifié, rien que pour voir, j'ai balayé pendant des mois tout ce qui existait comme publication, et j'ai repéré 32 théories scientifiques sérieuses, c'est-à-dire vraiment où le scientifique détaille de façon très rigoureuse, logique, les descriptions de l'antigravitation. 32 théories, et sur ces 32 théories, j'en ai repéré 5 qui sont compatibles avec les théories physiques actuelles, c'est-à-dire la relativité d'Einstein, et puis la mécanique quantique, c'est-à-dire la théorie qui décrit le monde subatomique. Donc vous voyez, c'est assez encourageant, parce que souvent, même moi je suis tombé un petit peu dans ce piège, enfin pas piège, mais enfin dans cette impression pendant des années, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on était dans un désert, c'est ce qui est celle, je crois, aussi de beaucoup de gens passionnés d'ufologie, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que chaque fois qu'on interrogeait un scientifique, il disait mais non, le problème c'est même pas les soucoupes volantes ou les ovnis, c'est tout simplement que si ces observations étaient vraies, ça vaudrait c'est leur inertie, vous savez bien que c'est pas possible, etc. Or maintenant, on s'aperçoit que les modèles théoriques les plus récents, sérieux, vraiment des modèles solides, qui ne sont pas forcément si révolutionnaires que ça, commencent à l'envisager de façon très sereine, très très précise, sans pour autant prétendre avoir répondu à tout, bien sûr, mais on s'approche. Le problème qui est important, c'est pas de savoir son nom à la limite. Le problème qui est important, c'est simplement de savoir est-ce que l'engin existe ou non. Et alors là, je suis très affirmatif, avec un rationalisme étroit, bête, au ras des pâquerettes. Je dis, il y a bien un engin triangulaire de 92 mètres de côté, qui est antigravitationnel, c'est-à-dire qui annule sa masse et son inertie, qui a un système de propulsion double, c'est-à-dire antigravité verticalement et EMHD horizontalement, donc c'est mixte, si vous voulez. Il y a de la vieille technique et de la nouvelle, si vous voulez, dedans. Et que cet engin, on a des preuves, au sens scientifique et je dirais presque judiciaire du terme, que l'engin existe bien. Au vu de ces premières révélations, donc, il semble manifestement possible de voyager non seulement au sein de notre système solaire, mais aussi en dehors, et ce à de très grandes vitesses. À nous, après avoir été vaincus par Enki il y a 12 000 ans lorsqu'il attaqua la Terre et provoqua le déluge qui détruisit l'Atlantide, s'est réfugié sur Saturne, la planète qu'il a volée à Enki. Mais avons-nous actuellement des preuves de cette réalité ? Pour répondre à cette question, laissons place aux propos de Jacques Grimaud sur le sujet. Passons à Saturne. Cette enquête, elle est très simple, elle a déjà été faite et tu l'as montré en partie tout à l'heure. Vous voyez ici des anomalies qui se reproduisent, etc. selon. Et là, la plus grosse d'entre elles, c'est celle-ci. Et on aperçoit donc des choses volumineuses de plusieurs centaines de kilomètres. Il se pourrait que ce soit ça qui soit apparenté à des engins qui passent d'un système solaire à l'autre, ce qui est considérable, et qui stationnent dans l'orbite de la première planète quasiment solide, bien que voilà. Mais ça permet de les cacher. En réalité, la manière dont c'est visible, c'est que quand on est là-dedans, comme eux, là, plutôt là-dedans, on voit au-dessus et en dessous, mais personne ne peut envoyer de projectiles de manière latérale, ni de la planète, ni de l'extérieur. Donc c'est un comportement militaire, tout ça. Ce qui est intéressant, regardez, vous voyez à gauche ce point lumineux et l'autre, on pourrait dire une soucoupe ou une sphère, et de l'autre vous avez ces espèces de cigares qui stationnent là-dedans comme si c'était le parking à l'entrée. Ces objets font donc plusieurs kilomètres de long. Il faut que vous compreniez dès maintenant que la technologie Anunnaki dépasse de loin notre entendement et est la meilleure des science-fiction qui soit, et que des vaisseaux sont d'une taille absolument incroyable, de vraies villes volantes, pour ne pas dire pour certains de vrais pays volants. Allons un peu plus loin et traitons maintenant d'une information récente qui est passée à la trappe, une information tout ce qui est de plus officielle de la NASA datant de cette année 2018. En effet, la NASA s'inquiète de la prolifération importante d'OVNI dans les anneaux de Saturne. Oui, vous avez bien entendu, d'OVNI, précisément là où Anu et sa clique d'Anunnaki conservateurs sont réfugiés actuellement. Ce n'est pas la première fois que Norman Berggren lance de telles affirmations, mais cette fois-ci, il met en garde sur une situation dite critique, parce que les vaisseaux extraterrestres vivant dans notre système solaire prolifèrent plus rapidement que jamais. Norman Berggren, un éminent ingénieur en mécanique du Ames Research Center de la NASA,
a donc de nouveau fait les gros titres avec son argument selon lequel la vie extraterrestre existe au sein du système solaire. Il affirme également que les ovnis qui avaient d'abord été repérés dans les anneaux de Saturne prolifèrent maintenant à d'autres planètes qui ont des anneaux comme Uranus et Jupiter. Je le cite. « Ce que j'ai découvert est que ces choses habitent Saturne. Voilà où je les ai découverts. Et elles sont en train de proliférer. Vous pouvez les trouver autour d'Uranus et de Jupiter, partout où vous voyez des anneaux, a expliqué M. Berggren. Il est l'un des plus grands scientifiques travaillant pour la NASA. Il siège au Comité consultatif national de l'aéronautique. Et en outre, en tant qu'ingénieur de Lockheed Martin, il travaille sur certains projets secrets ultra sensibles pour les États-Unis. Ce n'est donc pas un illuminé fan d'UFO et d'histoires rocambolesques. C'est un scientifique tout ce qui est le plus sérieux et de plus averti qui soit. Encore sceptique, je suppose. Poursuivons donc notre étude. Et laissons maintenant la parole à un homme de science, une personnalité éminente dont le sérieux et la rigueur professionnelle ne sauraient être que bien difficilement remis en question. Do you believe in life on other planets? Oh yes, there's not much question at all, but there's life throughout the universe. We're not alone in the universe at all. You're convinced that we're not alone in the universe? Oh, I know for sure we're not alone in the universe. Now, have we been able to identify for sure where the other planets are? No, we have not. Certainly not in our solar system. But they've identified quite a number of planets now that very likely could be life-bearing planets. And I happen to be privileged enough to have be in on the fact that we have been visited on this planet. And the UFO phenomenon is real, although it's been covered up by our governments for quite a long time. Whoa! Hang on a minute, but this is big. Whoa! This is all of this is quite a shock to me. Well, I'm sorry you haven't been reading the papers recently. It's starting to open up quite a bit. So you're telling me? Well, there's a lot of information to take on board. Hang on a minute. I mean, listen. I've heard crazy UFO nuts tell me this kind of thing before. I've never had Dr. Ed Mitchell, the sixth man to walk on the moon, a respected scientist in his own right, announced to me that we've been visited by aliens from other planets and that they definitely are out there. There's no debating it. Well, that's the first time you've ever talked to me, or I've told you about it before. So you believe in all of, you believe the whole deal? There's more nonsense out there about this than there is real knowledge, but it is a real phenomenon, and there's quite a few of us that it's been well covered up by all of our governments for the last 60 years or so, but slowly it's leaked out, and some of us are privileged to have been briefed on some of it. I happen to have grown up in I don't even know whether you know this place, Roswell, New Mexico, where presumably the Roswell incident of 1947 took place, and I'm quite knowledgeable of the lore there, and since I grew up there. But I've also been in military circles and intelligence circles that knows beneath the surface of what has been public knowledge that, yes, we have been visited. So, and be serious, you're not going to go, I was just pulling your leg about that. That's not true. I'm just wondering if I've stumbled upon astronaut humour, and in a couple of minutes you're going to go, I was only pulling your leg. No, I won't say that. Wow. So what? So you've been briefed on the fact that we've been visited. Well, I have briefed is one word for it. I have been involved in much of this work. Now, it's not my main work. It's not my main interest. But I have been deeply involved in certain committees and certain research programs with very credible scientists and very intelligence people that do know the real inside story. And I am not hesitant to talk about it. What is the real inside story? Well, I've just been telling you. We have been visited. Are we in regular contact, or was it a one-off crash, or? Well, no, there's quite a bit of contact going on. I can't tell you because I don't know all the extent of it. I don't know all the inside details because that isn't my really main interest. But the fact that we have been visited, the Roswell crash was real, and a number of other contacts have been real and ongoing, is pretty well known to those of us who have
been briefed and been close to the subject matter. So why is it being covered up then? Why is it that it's not mainstream? Well, the reason for that goes back to the main instance really started taking place after World War II, when in the United States, at least, I can't speak for the European governments or the South American governments, all of whom have recently started opening their files. And it's been open. This is starting to open up, and just read the internet or look at some of the press, international press. You'll start to get the stories that are coming out now. But I've had people on the show telling me that that the governments are mounting up towards disclosure, towards saying that this is the case. Do you think it will be the case that there will be an actual disclosure on this, maybe this year, that the governments will come out? I don't know whether it'll be this year in the United States, but certainly we've already had it in the last few years from the Belgian government, the French government, the Brazilian government, the Mexican government. They've opened their files and admitted that they had the files. Right, okay, let me get my head together. Okay, listen, here's what I know. I've had people on the show talking about the fact that the Catholic Church has said belief in life on other planets doesn't compromise your Catholicism. Of course, that just happened recently. Yeah. In association with a major release, I believe, of the British government, some of the British government files. They weren't their deepest files, but there were some files released. Yeah. What's happening is at the moment, over the next 4 years, all of the UFO files here in the UK are being released. Do you think it's the case that we are ramping up towards maybe the UK admitting? Well, I can't say how fast it's going to happen, but certainly the public awareness of it is increasing. The public acceptance is increasing. The amount of misinformation and covert and attempts to cover up seem to be decreasing. I think we're headed toward real disclosure, and some very serious organizations moving in that direction. You've had a long time to think about this. What do you think the impact will be on the world when it is finally mainstream news that there are alien beings that live outside this planet? Well, I think at this point it's probably ho-hum, so what's new? I think that certainly in the United States, there's well over 70% of the people now accept this as fact, although they do not know all the correct story. They do know that there has been, or accept the fact that there has been visitation and that there's UFOs in the skies all the time that are very likely alien craft. Now, not all of them are. I suspect some of them are homegrown. I suspect that in the last 60 years or so, that there has been some back engineering and the creation of this type of equipment, but it's not nearly as sophisticated yet as what the apparent visitors have. So, as part of this, as part of you knowing about this, and also going public with it, are you worried for your own safety with this kind of stuff, or are you convinced that the no, I think those days are gone. That used to be a concern among the people on the inside, but I don't think they're knocking anybody off for that anymore or doing drastic things to them. What do you think the intent of the aliens is? Is it hostile or peaceful? No. It's not hostile. It's pretty obvious that if it were hostile, we'd have been gone by now. Really? I mean, what? We could have been. Wow. We had no defense, if that's what their real intent was. And what are we talking? What do they look like? Are we talking like, the traditional sort of... You've seen some of the pictures. The pictures that I know of, some of them are these little people that look strange to us. As far as I know, from my contacts that have had contact, that's pretty accurate. J'ajouterai juste un petit bémol à l'interview de ce cosmonaute courageux quant à l'hostilité des extraterrestres. En effet, il existe plusieurs formes d'hostilité, et cela peut se voir même à l'heure actuelle à l'échelle de notre planète. Les premières auxquelles on peut penser ne sont souvent pas les plus vicieuses. Mettre par exemple un pays en dette permanente pendant des dizaines d'années voire des siècles est une forme d'hostilité.
Conserver des individus tout juste vivants, mais suffisamment malades pour qu'ils remplissent les poches des laboratoires pharmaceutiques jusqu'à leur dernier souffle, c'est une forme d'hostilité. Ces extraterrestres, qui sont des vampires énergétiques, de véritables sangsues à tout niveau pour parler clairement, ont bien plus à y gagner à nous maintenir en esclavage plutôt qu'à nous détruire et voler notre planète. Qui donc les servira s'il n'y a plus d'esclaves ? Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, mais le pacte passé, il y a 4000 ans, entre Anu et la clique de saleté qui nous gouvernait, à l'heure actuelle, est simple. Faites souffrir l'humanité enfant d'Enki, et vous aurez la Terre en récompense. Car comme Anu ne pouvait atteindre directement Enki et les dieux et déesses d'Orion, il s'en est donc pris à ses enfants. Un autre moyen de faire souffrir Enki de manière indirecte. Aussi, à l'heure actuelle, nous vivons simplement une prise d'otage à grande échelle. Nous avons un flingue sur la tempe, et si Enki se précipite pour reprendre la Terre et délivrer ses enfants un peu à la va-vite, la clique de sauriens au service d'Anu qui n'ont nulle part où aller, car ils ont été rejetés de toutes les planètes et de tous les systèmes planétaires et sont maintenant isolés, s'arrangera pour nous rendre une Terre totalement ravagée et avec l'humanité enfant d'Enki brutalement détruite. Laissons maintenant la parole à un ancien militaire qui a travaillé avec la CIA. General, past general, you didn't tell him to go to hell without any real good reason, you know. Mm-hmm. So he said, I want you and your boss to fly out there. I want you to give him a personal message. And he says, I want you to tell them, whoever is in charge, tell them that to get in, they have this week, coming week, to get into Washington and to report to me. And if they don't, I'm going to get the First Army from Colorado, and we're going to go over, we're going to take the base over. I don't care what kind of classified material you got. We're going to rip this thing apart. Eisenhower was going to invade Area 51. Yeah, with the First Army. So you go out with your superior. Yes. You fly out. You land. What happens? Can you describe this whole process, what you saw? They took us the 13 or 15 miles south to S4 and like different garage door openings. Okay. And in these garage door openings, they had like different saucer crafts. The very first one had the Roswell craft in. It was kind of crashed up, but apparently every alien that was in it died except for a couple. Well, the Roswell craft was really strange because it looked like real heavy aluminum foil. We could rock next to it, and you could rock it. The whole thing probably weighed 150, 300 pounds. Could they tell what the source of power was of this craft? Yeah, it was like a reverse gravitational thing of some kind. In fact, one later on, I got the mathematical code for reversing gravity in a 3x5 card. I guess there are different types of grays and so on. How did you see that evidence? Well, at the later on at S4, we viewed the autopsy film, and then the colonel said, "What we've got in here is we're interviewing a gray alien." All right, right there. How did you feel at that moment? Well, I thought, boy, we had no idea we were going to see the real thing. All we saw was film. Passons à la suite et à une interview de l'ancien Premier ministre de la Russie, Medvedev, sur le dossier des extraterrestres. À la fin d'une interview avec une journaliste, alors qu'il ne pensait plus être filmé, il fait une confidence pour le moins éloquente et étonnante. И что вы знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне. Это самый зеленый человечек. Малян, значит, рассказываю вам первый и последний раз.
вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. À la vidéo de Medvedev, sans que cela ne soit une preuve en soi, ajoutons la petite déclaration de l'ancien président des États-Unis, Obama. Je pense que la vidéo se passe de commentaires. So this is something I feel like if I was the president, and it's unlikely that that is ever going to happen. You never know. If I was the president, it was unlikely that I was going to be president. The moment I was inaugurated, my hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and the UFOs, and I go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. The aliens won't let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything, and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. Allons encore plus loin et ouvrons notre conscience au champ des possibles et écoutons maintenant l'interview de Jacques Collin sur BTLV qui date de 2017. Un individu très intéressant, très calé sur l'eau, notamment la mémoire de l'eau comme Emoto, sur la physique quantique et sur les programmes spatiaux extraterrestres. Les Allemands l'avaient découvert déjà avant la guerre à travers une société qui s'appelait Vril, V-R-I-L. Ouais. Et cette société Vril était une société privée. Donc c'était avant le nazisme. C'était dans les années 20 à 30. Et alors, il y avait donc là une personne qui a effectivement qui dirigeait cette société. Et elle tenait à cette espèce de liberté et elle pensait effectivement avec les trouvailles qu'ils avaient fait au sujet de ces systèmes d'OVNI, de champs magnétiques, de pouvoir donner ça à l'humanité. Ce qui en même temps, si vous voulez, donnait d'une part la possibilité, bien sûr, de voyager à des vitesses fantastiques. Et de s'affranchir peut-être de l'énergie et de la... De l'énergie, bien sûr, puisque ça pompait fossile, voilà. Aussi de l'énergie libre, ce qu'on appelle l'énergie du vide, tout simplement. Et on le sait que ces doubles vortex magnétiques pompent de l'énergie du vide. Et aussi des dimensions temporelles, donc elle n'avait pas encore la maîtrise de tout ça, bien entendu. Et ça a donc fonctionné jusqu'à l'arrivée d'Hitler en 1933. Et bien sûr, Hitler a été très intéressé de savoir ce qui se passait dans son propre pays. Et il avait donné effectivement la mission à Monsieur Himmler, donc de monter une société pour effectivement essayer de voir si on pouvait construire ces ovnis à des fins militaires. D'accord. Donc il est exact qu'avant la guerre, et surtout pendant la guerre, ces ovnis ont fonctionné. Ils ont construit ce qu'on appelle plusieurs ovnis, et les bombardiers américains ou anglais qui passaient sur l'Allemagne ont vu ces engins passer à des vitesses extraordinaires. On appelait ça les V-Fighters. D'accord. Alors ce qui est très important, c'est que, et on le dit à tous ceux qui nous écoutent, OVNI, là, n'est pas engin extraterrestre. Ce sont des engins terrestres avec des propulsions différentes. Voilà. C'est ça. Donc, mais ce sont des objets, l'étymologie est exacte, objets volants non identifiés, en tout cas des Américains et du reste de la planète. Cet OVNI, en définitive, il y a eu un claquement sec, il est parti. Bon, on croit qu'il part dans l'espace. C'est pas vrai.
fait, il diminue de volume, il disparaît, il se dématérialise, et il passe dans une autre dimension. Alors maintenant, moi j'ai les preuves de ça, j'en ai vu plein. Hein, et c'est vrai que, en fait, ces ovnis-là ne voyagent pas dans l'espace, ils voyagent dans le temps. Ils fonctionnent, ils voyagent avec le temps. Donc le temps est quelque chose de fractal. Ça a commencé dans les années, je dirais, tout de suite, pendant la guerre. 42, à Los Angeles. On se souvient de la bataille de Los Angeles où il y avait eu tout un tas d'ovnis qui étaient passés dans le ciel californien. On sait maintenant que c'est ça. Bon. C'est quoi quand vous dites c'est ça? Ce sont des extraterrestres ou c'était ces fameux ovnis allemands? Là, c'était les extraterrestres. Oui, vraisemblablement. Parce que tout ça s'est mêlé. Parce que les extraterrestres, ils ont des technologies qui sont nettement plus avancées que de tout ce qu'on a pu faire, nous, en tant qu'ovnis. Ah, d'accord. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc même les ovnis découverts par les Allemands étaient dépassés par la technologie extraterrestre. Maintenant, c'est dépassé. Il y a un projet qui s'appelle le projet Aurora, qui commence à rentrer effectivement dans les systèmes temporaux. C'est-à-dire qui ouvrent des portails, qui permettent donc une navigation ultraluminique dans le système solaire et au-delà. Oui, c'est-à-dire que la vitesse de la lumière, elle est balayée là, ça va beaucoup plus vite. Complètement. Hein, ça va à une vitesse qui peut être plusieurs milliers de fois plus vite que la lumière. Ça, c'est obligé parce que même à la vitesse de la lumière, on met des siècles et des siècles à traverser et aller très très loin. Effectivement, il y a une dématérialisation qui se fait. Et à ce moment-là, vous rentrez précisément beaucoup plus dans quelque chose de complètement virtuel, d'incorporel. Et à ce moment-là, vous n'avez plus la matière à prendre en charge. Et ces extraterrestres ont cette technologie? Oui. Ça, maintenant, ils l'ont. Extraterrestres et aussi extratemporaux. Parce qu'il est difficile de trouver une frontière entre les deux. Alors, vous verrez, la prochaine fois, je parlerai de ce qui se passe actuellement au niveau galactique. C'est absolument inimaginable. Quand vous dites extratemporaux, ça peut être des gens qui vivent sur notre planète Terre à des dimensions temporelles différentes? Alors, oui, ou qui vivent dans d'autres dimensions et qui viennent sur la planète Terre. Ces extraterrestres, c'est très difficile, parce qu'il n'y a pas que des extraterrestres. Il y a des extratemporaux. Alors ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le phénomène ovni est d'une complexité énorme. Et nous, au niveau humain, je dirais, on n'a pas encore... On n'est pas capé pour tout au niveau mental, d'intégrer des choses pareilles. Parce que, effectivement, vous avez différents étages, si je peux dire, de l'autre côté, dans le milieu invisible, des choses... qu'il y en a autant sur la Terre, c'est-à-dire au niveau des états de conscience. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des mauvais et des méchants extraterrestres. Ça, c'est effectivement, on a voulu nous faire peur et ridiculiser un peu tout ça. Mais en même temps, si vous voulez, il y a des races, si je peux dire, qui sont connues maintenant. On a parlé des petits gris notamment, et ça, c'est vrai, ils existent. On en a encore vu des films et des photos à celui-là dans la base 51. Et ces petits gris, en fait, sont des êtres biologiques qui sont, je dirais, pilotés. C'est-à-dire que leur intelligence ne leur appartient pas. D'accord. Donc l'intelligence est commandée. Donc c'est un peu, si tu veux, ce que l'on commence à voir un peu dans notre monde actuel. Petit à petit, il y a une espèce de contrôle mental qui se fait. Ils n'ont pas d'émotion. On sait pas bien. Devant la beauté, devant l'amour, devant des choses comme ça. Devant la douleur non plus. Donc mais ils ont une intelligence incroyable parce qu'ils sont, je dirais, pratiquement précablés. D'accord. Et maintenant, vous savez que l'armée américaine utilise des logiciels qui remplacent le général de division. C'est le logiciel qui va prendre des décisions. Ah, c'est mal, d'accord. C'est officiel, ça. Ah bon? Ah oui. Donc les généraux ne vont plus avoir à donner d'ordre. Non. C'est la froideur de la machine qui va dire on attaque pas. Compte tenu de la situation et des paramètres, va analyser tout et va donner la bonne solution. D'accord. Et qui ne sera pas discutable. Alors vous savez qu'actuellement, l'ONU est en train de discuter sur les droits des robots. Oui, je sais, on a fait des émissions ici. Oui, ça commence déjà tout ça. Donc vous voyez, on est dans une espèce d'ouverture des choses qui va effectivement, devant lesquelles il va falloir réagir aussi nous-mêmes. Parce que j'ai quand même la sensation que tout s'accélère là au niveau des informations. Ah bah ça s'accélère à une vitesse prodigieuse. Moi je vois bien en l'espace de 3 ans par rapport à ce que je vous ai dit sur la Lune à l'époque, qui est toujours valable bien entendu, mais si je peux dire c'est une petite fenêtre ouverte sur quelque chose qui est immense. Parce qu'à ce moment-là on rentre non seulement dans les races extraterrestres, il y en a énormément, vous vous rendez compte, il y a 100 ou 150 milliards de galaxies, je ne sais pas combien, enfin on en trouve tous les jours.
Et on est encore en train de se demander s'il n'y a pas une bactérie sur un petit rocher quelque part qui se balade pour savoir si la vie existe ailleurs que sur la planète. D'ailleurs, la NASA va envoyer quelque chose, une sonde sur Europa, qui est la lune de Jupiter, hein, d'ailleurs. Oui. Pour essayer de savoir s'il n'y a pas des bactéries. Exactement. Donc tout ça, c'est complètement bidon, puisque derrière, en fait, il n'y a plus à discuter si les ovnis existent ou pas. C'est à savoir pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils veulent. Je suppose que vous avez tous entendu parler de l'histoire des fameuses momies d'Amérique du Sud. L'analyse est tombée récemment, elle est à prendre avec beaucoup de pincettes évidemment, puisqu'ils ont encore besoin d'être affinés, mais il s'agirait apparemment d'une forme d'être hybride mêlant à la fois de l'ADN humain et de l'ADN de reptile. Affaire à suivre donc, mais gardez ça dans un coin de la tête, sans pour autant se précipiter dans une conclusion plus qu'une autre. En conclusion donc, les interviews de militaires, d'officiels du gouvernement et scientifiques concernant la présence passée ou actuelle d'êtres exogènes ou extraterrestres sur notre Terre sont donc légion. Le dossier est très vaste et très riche. Je vous invite donc à vous y intéresser de très près, tout en gardant toujours un recul critique absolument essentiel pour ne pas vous noyer dans le sensationnel ou la paranoïa complotiste. Cependant, quelle réaction notre cerveau a-t-il lorsqu'il questionne ces sujets ? Tout ça, c'est de la science-fiction. Et oui, telle est la réaction de la majeure partie des gens qui tombent sur ce genre de sujet, sans creuser plus loin. Et c'est là tout le génie machiavélique d'Anou, qui, à travers l'excès de science-fiction, que ce soit dans le cinéma ou les jeux vidéo, a traité à outrance le sujet, pour nous programmer, afin que lorsque vous tombiez sur la vérité concernant Enki, Anou et les races extraterrestres, alliés tant à un camp ou à un autre, votre cerveau, programmé, assimile tout de suite ces faits à de la science-fiction, et donc les classe de facto dans la catégorie de l'imaginaire. Vous parlez de ça aux astronomes professionnels, ça va pas passer quoi. C'est clair que... Ah oui, mais attention, c'est que là ils oublient à ce moment-là leur statut d'astronome, c'est-à-dire qu'ils raisonnent en humain. Oui, d'accord. On est humain, c'est vrai, mais vous savez, moi je vais vous dire une chose, la première fois que j'ai vu un ovni en 71, à 500 mètres de moi, et pourtant je m'étais déjà intéressé un petit peu au truc étant ado. Mais quand même, vous savez, on s'y intéressait en se disant pourvu que ça existe, mais pourvu surtout que ça me soit jamais prouvé. Vous voyez ? C'est je t'aime moi non plus, vous voyez, on est dans un double mouvement. Et quand j'ai vu cet ovni, j'étais avec ma maman et son chien, à la fois j'étais très excité, j'ai dit mais c'est fabuleux, et en même temps j'avais peur, pas de l'ovni, parce que ça a duré 30 secondes, il est parti, bon. Mais c'est simplement que j'avais peur, parce que c'était un petit peu mon monde qui s'écroulait. Parce que comme j'étais un passionné de sciences, de physique, etc., c'est comme ça que je me suis crevé un œil à 11 ans, vous voyez, j'ai commencé tôt, avec une fusée, donc je veux dire, j'avais quand même ce petit côté rationaliste, peut-être un peu étriqué du jeune homme, vous voyez, et j'avais votre réaction au fond. C'est-à-dire que je disais, mais merde, j'ai vu cet engin, là il n'y a pas de doute, c'était en plein jour et tout, et en même temps, je disais, c'est super, parce que j'avais lu 1 ou 2 bouquins d'ufologie, je disais, ouais, purée, c'est excitant, quoi, putain, les engins venus de l'espace et tout, et en même temps, quand j'en avais un devant moi, je disais, mais merde, mon joli petit monde bien rationnel, bien cartésien, là, il est secoué. Hein. Et donc, j'étais à la fois pas content et content, si vous voulez. Et je comprends très bien que les astronomes, à la fois, il y a leur dimension d'astronome, où finalement, ils ont un problème incontournable, d'où vient le lithium. D'où il vient. Parce que le lithium, ça n'apparaît pas comme ça, dans une planète gazeuse. Et on sait très bien que le lithium ne peut être qu'un produit de fusion ou de quelque chose d'approchant. Donc, au vu de ces différentes pièces du puzzle, je pense qu'il est assez évident que l'on peut accepter de manière assez raisonnable non seulement l'idée qu'il y a de la vie partout dans l'univers, que nous sommes loin d'être seuls et que, qui plus est, loin d'être les plus évolués. Que ce soit des êtres bienveillants envers l'humanité ou des êtres qui ont tout intérêt à conserver notre monde en esclavage et en état de choc permanent, sans jamais se révéler pour éviter d'être démasqués, ce qui se produira dans les années à venir lorsque les vibrations de la Terre augmenteront à un niveau tel qu'ils ne pourront plus se dissimuler. En attendant de développer ce sujet plus outre, je vous souhaite comme de coutume le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais il est évident que maintenant, compte tenu des événements qui arrivent, d'accélération du temps, bon, ça c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, scientifiquement prouvé, cette accélération du temps. Bon, c'est un réaxage de notre système solaire dans l'écliptique de la galaxie. Bon, je ne vais pas raconter tout ça, j'ai pas le temps. Mais c'est tout de même incroyable que, effectivement, ça modifie l'espace-temps. Donc, l'espace-temps a le temps de se comprimer, vous voyez. Donc, les passés se rapprochent et les futurs se rapprochent. Et nous sommes coincés au milieu. Donc, c'est pour ça que ça va vite. Très, très vite en ce moment. Et ça va encore aller plus vite. Donc, c'est là où il y a un tri qui va se faire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre. Parce que c'est le retour, si vous voulez, du Dieu en nous. C'est-à-dire que finalement, on nous a
couper l'herbe sous le pied, celui de notre pouvoir, en fait. Bien On sûr. a un pouvoir bien plus grand et bien plus immense que ce qu'on pense, en fait. C'est ça. On nous a toujours, si je peux dire, mortifiés. Et ces entités extraterrestres, elles l'ont, ce pouvoir. Elles font ce qu'elles veulent. Oui.